Bonjour à tous, bonjour à toutes, on va attendre que ça arrive. Je vois que les emoticônes ça fonctionne, c'est cool. Du coup je sais pas si ça se passe dedans, si ça se passe dehors. J'attends de voir si les commentaires, est-ce que tout fonctionne correctement, chers amis. Ouais, ça a l'air de marcher. Je vois Nathalie, salut Nathalie. Je vois Fred, lame de fond, salut. Il me semble apercevoir Georges. Nickel. Moi, comme d'habitude, hein, je compte sur vous, sur vos likes, sur vos partages. N'hésitez pas. Éventuellement, pareil, si des fois vous avez envie de me soutenir, alors je sais pas si j'ai des modérateurs qui sont présents ou pas sur le live. Si des fois vous voulez me soutenir, il y a le Tipeee qui est épinglé sur la page Live Solo. Donc n'hésitez pas si des fois vous auriez envie de me soutenir. D'ailleurs, j'oublie souvent, mais le son n'est pas terrible. D'accord, ok. Est-ce que le son est pas terrible pour tout le monde ou est-ce que le son est pas terrible uniquement du côté de Quimperlé? Salut Marie. Oui, donc je disais par rapport au Tipeee, enfin je sais qu'il y a des gens qui ont déjà participé ou qui ont participé directement de la main à la main. Je vous d'accord, merci Audrey. Je vous en remercie tous et toutes en tout cas et puis voilà. Bon bah ça a l'air de tout fonctionner. Donc Nathalie, c'est ta co chez toi qui doit pas fonctionner correctement. Voilou. Donc on est en direct de l'hôpital du Scorff à Lorient, dans le Morbihan, en Bretagne. Et il va pas tarder à y avoir des prises de parole. On va aller doucement mais sûrement. Ah bah voilà, tu vois, il suffisait de relancer Nathalie, tout simplement. Quand on relance, tout fonctionne. Faut tout expliquer, je suis désolé. C'est moche. Bref. Allez, on va tourner ça. Et puis voilà. Donc voilà, un groupe hospitalier de Bretagne Sud. Hop. Faut payer les retraites. Et dans quel service? On va attendre que le chef arrive pour aller l'embêter un peu après. Je t'ai payé au pas. Il va y avoir de la prise de parole de toute façon. Ouais, Ludo va faire un d'accord. J'ai distribué aussi aux gens qui attendent. Par contre, je pensais voir un peu plus de monde. Pas beaucoup de monde en tout cas. Je vais en profiter pour dire bonjour. Bonjour Mams. Bonjour Marie-Louise. Salut Marianique. N'hésitez pas, hein, les images, c'est moi qui les apporte, les partages, c'est vous qui les faites. Hein. Donc voilà, des pouces, des cœurs, ce que vous voulez. Les partages aussi sur vos groupes, n'hésitez surtout pas. La visibilité, c'est vous qui l'amenez. Moi, je vous apporte juste les images et en tout cas, merci hein, de faire confiance parce qu'on est de plus en plus nombreux. Pour info, on est déjà
Enfin, vous êtes déjà 2400, on a passé le cap des 2450 abonnés sur Live Solo. Donc, grand merci à vous pour votre confiance. Salut Franck. Ouais, la forme, toujours la forme. À fond la forme. Oui, bah, j'en profite en même temps en attendant que ça se prépare, balancer un peu les programmes à venir. Demain matin, donc je serai présent. Il y a une terrasse, voilà, terrasse café, terrasse sauvage café demain matin à 10 h pour ceux qui connaissent et qui voudraient rejoindre aux Halles de Merville à Lorient. Samedi, même un week-end assez chargé. Samedi, rassemblement donc devant le théâtre de Lorient au Parvis, comme d'habitude, pour une manifestation contre les mesures sanitaires, avec qui sera suivi aussi apéro terrasse sauvage. Normalement dimanche aussi il y a quelque chose de prévu. J'ai plus toutes les infos, mais dès que je les aurai, elles seront partagées sur Live Solo. Et puis voilà. Coucou Viviane, merci beaucoup. Allez, je vous partage un peu. Ça fait du bien d'avoir des. Regardez comme c'est beau. On a des belles images quand même. Hein. Ça fait du bien avec des petites fleurs comme ça devant. Regardez comme c'est beau. Salut Guillaume, salut Yannick. Ouais, juste pour info aussi que je peux vous dire, c'est que au niveau réanimation Covid à l'hôpital de Lorient, il y a 0 personne, 0 patient. Salut Julien, ouais bah j'en profite, il est sur le live Julien, si des fois vous, alors c'est plus pour les gens qui habitent sur Paris ou en région parisienne, si des fois vous pouvez lui venir en aide, je lui avais dit que je laisserai un petit message, a priori il galère pas mal du côté de Paris, donc n'hésitez pas à retrouver Julien Nordiste en MP si des fois vous avez des connaissances sur Paris ou en région parisienne, voilà, ça c'est fait. Oui, oh bah, le port du masque, il est imposé un peu partout, hein, de toute façon. Malheureusement, théoriquement, dans le Morbihan aussi. Bruges Mickaël, salut Mickaël. La Belgique qui nous suit. Serait-ce la Belgique ? Sur le live, il n'y a pas de souci, hein, ça sert aussi à ça. C'est un lieu d'échange et de partage.
Ah, mais en France aussi, hein, c'est pareil. Hein. Normalement, il est obligatoire dans tous les lieux clos, en tout cas. Ah bah voilà, il y a Alonso qui est là. Salut Alonso. Merci d'épingler ce qu'il faut. Donc du coup, pour le lien Tipeee, Alonso vient de l'épingler. Ouais, j'en profite, comme ça n'a pas commencé encore les prises de parole. Pareil, hein, je salue l'équipe Live Solo parce que je suis pas tout seul. Hein, j'ai deux photographes, j'ai mes deux photographes, Jordan et Alonso, et puis quelques modérateurs et administrateurs qui me filent un coup de main à faire tourner la page. N'oubliez pas, c'est qu'on est tous en mode bénévole, donc on donne tous chacun de son temps avec Live Solo. Donc voilà, j'en profite aussi pour saluer tous les médias indépendants de France et de Navarre sans qui la vraie info ne circulerait pas. Je pense à l'équipe Nous Autres, voilà, la famille Nous Autres. Je pense après à Vécu, à Civicio, au Mike Rambo, à Flyrider, à Jérôme Rodriguez, enfin voilà, tous ces gens. Ouais, merci pour le YouTube aussi. Oui, effectivement, il y a aussi les partages qui sont faits. Là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai pas repartagé. Mais il y a la chaîne, enfin pas la chaîne, la page Live Solo YouTube aussi, hein, qui est accessible où je partage quelques lives. Normalement, il devrait y avoir du montage qui devrait être fait aussi. Je sais pas pour quand ça va être prévu, mais il va y avoir des montages de live pour que vous puissiez avoir un condensé des lives plutôt que de vous taper 2 ou 3 heures de live. Bah voilà, vous n'aurez plus que les choses essentielles. Et puis voilà. Ah bah si vous voulez, ouais. On va pas se plaindre. Hein. Non, il pleut, on se plaint. Oui, On n'est jamais content de toute façon. On va bientôt la plage. C'est juste truc comme ça qui se Ouais, c'est pas le meilleur cré... C'est c'est pas une obligation. Oui, je viens. C'est quoi alors? Les gens venaient en fait. Après, c'est pas une obligation. Les gens venaient. Et t'es grand là? Ouais, quand je suis habillé en blanc, ça va. j'ai aperçu la fonderie de Bretagne aussi, mais. Bah voilà. Il manque la fonderie. Ils sont incognito là-bas. Ouais. Ok. Un petit coup de Photoshop et ça sera bon.
D'accord, on est 10 000. Putain, c'est bien la première fois que vous avez gonflé les chiffres. Hein. Ah putain, sérieux. Ouais, mais il nous aime bien. Je vais peut-être, je vais passer une petite... Non, bah, je t'en prie, il va y avoir les prises de parole de toute façon. On verra après. Au pire. Non, non, j'ai pas envie aujourd'hui. Depuis le temps, vous n'avez pas réinvesti dans une... Donc si vous voulez soutenir la CGT de l'hôpital, je crois qu'ils ont besoin de changer l'enceinte. Celui-là, il te permet la double flèche, alors là, tu changes de fonction, tu as du boost à vers la radio, et si tu mets Hein? Une radio, parce que je vous ai vu dans les manifs samedi. Non, moi je suis un média indépendant, je suis en live en fait, je diffuse sur Facebook et... Un média du grand capital. Ouais. Non, non. Là il y a l'expérience, là il y a la non-expérience. Oh, c'est différent. Ouais, après c'est différent. Ouais. C'est sur Facebook. Facebook et puis je partage aussi sur YouTube après. D'accord, et c'est quoi le Live solo. live solo? D'accord. On commence à, hein, on commence à investir quand même. Hein. Ouais, bientôt vous serez. Voilà. Ce sera plus live solo, ce sera. Ouais. On va récupérer France 3 Bretagne. C'est tout à fait ça. Récupérer BFM et tout le bordel, ça évitera d'entendre des conneries. Ouais, surtout ça, ouais. Il y a les radios. C'est pas des journalistes. Ouais. C'est des porte-parole. Alors que moi, je suis pas C'est vrai, journaliste. je tiens à m'excuser. C'est pas des journalistes. Grosse nuance. C'est des porte-parole. Allô? Oh, Il y a magnifique. du monde? La foule en folie! Bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreuses et nombreux, hein, comme on peut le constater. C'est pas forcément le nombre qui fait, c'est le message qu'on veut passer. Donc comme vous le savez, la crise sanitaire a débuté notamment avec une mesure déjà qui commençait à être une décision avant tout politique, même si on pourrait se cacher derrière le fait qu'on ne se connaissait pas encore le Covid vraiment et que voilà, ça c'est quand même le 17 mars qui a été un effet marquant où toute une population a été confinée jusqu'au 10 mai de l'année 2020. Ensuite, une multitude de mesures qui, soi-disant, pour essayer d'éradiquer ou stopper la contamination, jonchées de contradictions avec les masques, pas indispensable à l'hôpital, pas indispensable. On a vu dans des EHPAD, on a dû intervenir, où on dit du jour au lendemain, on disait, les médecins ont dit, c'est pas indispensable d'avoir un masque auprès des personnes âgées, et pour nous dire le lendemain que c'était le contraire. Donc voilà, des mêmes scientifiques, conseils scientifiques et autres qui nous ont raconté tout et leur contraire. Alors autant les politiques, on n'est pas étonné, hein, les promesses politiques, on sait ce que ça vaut, et les mensonges aussi, les contradictions également, mais de voir des médecins faisant partie d'un pseudo conseil scientifique qui est capable de dire tout et son contraire d'une journée à l'autre, voir des médecins qui passent parfois, certains peut-être plus de temps sur les plateaux télé pour dire tout et leur contraire, a forcément animé une forme de défiance. Et nous, on l'a vécu dans nos établissements où on a dû avoir des injonctions paradoxales avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire suffisamment faibles. On s'est mobilisé pendant pratiquement plus d'un an et se retrouver dans une situation où rien n'a changé depuis, parce que du personnel, même si vous avez entendu parler du Ségur, le personnel n'en a pas plus. Donc forcément, on est déjà encore en difficulté. Quand je parle de l'hôpital, c'est de manière générale. Il y a aussi également tout ce qui est service à domicile, tout ce qui est EHPAD, tout ce qui est secteur médico-social, tout ce qui est les métiers du lien. Donc très clairement, rien n'a changé. Également, il y a des choses aussi qui ont été pointées. Forcément, les médecins, ils ont dit que les masques n'étaient pas obligatoires parce qu'il y avait une pénurie, clairement. C'était une gestion de la pénurie. Alors un médecin qui dise que bon, il n'y a pas besoin de masques parce qu'il y a la pénurie, c'est quand même grave. Donc autant un politique, on l'entend mieux, mais autant un médecin, c'était plus compliqué. Donc on se retrouve avec ces pénuries qu'il y a eu. Il n'y a eu pas que des pénuries de masques, il y a eu des pénuries de produits anesthésiants, de kits PCR, enfin de réactifs PCR aussi au moment où il y avait plus besoin de tester, alors qu'on disait il faut tester, tracer, etc. On a manqué parfois de réactifs.
Voilà, on se retrouve dans des situations où on a dû être confronté à la pénurie, un nombre de personnel insuffisant dans nos hôpitaux, qui ne nous permet pas de pouvoir affronter cette pandémie du Covid, qui est réelle, par son extension, parce qu'elle concerne le monde entier, et qui, quand on regarde à l'échelle de la France, finalement, même sans relativiser, parce que c'est toujours... c'est une maladie, on n'est jamais heureux d'être malade et encore moins d'en mourir. On se retrouve avec moins d'une personne en France qui a été contaminée par le Covid, sur 10. Donc c'est moins d'une personne sur 10 qui a été contaminée par le Covid. Et vous prenez le chiffre de Public Santé France, vous avez 5,5 millions, vous le rapportez à la population totale, vous avez le chiffre. C'est pas moi, c'est pas dans un site complotiste qu'on l'a pris. Pareil pour le taux de mortalité, on est à 0,16%. C'est triste. C'est sûr, ça doit pas arriver. Il y a beaucoup de gens qui meurent de plein de maladies. Effectivement, il y a 0,16% qui sont morts du Covid. Ça, c'est 0,16%. C'est grave, peut-être, mais c'est 0,16%. Imaginez si on avait une maladie qui soit plus grave. Vous avez vu ce qui se passe en Guadeloupe? Ils sont déjà saturés. On a connu ces phénomènes dans nos établissements. On a de la chance en Bretagne, c'est qu'on a été un peu moins touché. On a été touché plus tôt, mais il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment des choses locales qui ont permis de limiter le risque. Bon, il y a eu des bonnes choses quand même, on ne peut pas dire tout est noir, mais pour autant, il n'y a pas eu de mesures globales qui permettraient de confronter cette maladie. On n'a pas eu plus de personnel, on n'a pas eu plus de moyens, on n'a pas augmenté, même si on nous a sorti les 9 milliards pour le Ségur, foncièrement, il n'y a pas plus de personnel dans les EHPAD, il n'y a pas plus de personnel. Rien n'a changé. La stratégie industrielle, on parlait de pénurie tout à l'heure, ça n'a pas changé. On dépend à 84% encore aujourd'hui de tout ce qui est appareillage médical, médicaments des pays étrangers. Les masques, c'est pareil. Il y a l'usine de Plaintin qui a été faite dans les Côtes-d'Armor, qui aujourd'hui tourne au ralenti parce que l'État ne commande pas dans cette entreprise-là. Donc à terme, fermera. On commande toujours en Chine. D'ailleurs, vous regardez les masques, ils sont tous chinois. Donc voilà la logique. Quel avenir on nous prépare? Donc après, on dit, vous vous rendez compte, c'est grave. En Guadeloupe, c'est l'illustration parfaite de l'impréparation, le manque d'anticipation, parce qu'ils se sont retrouvés à un instant T, avec déjà un système en Guadeloupe, pour vous donner un ordre d'idée, en Guadeloupe, il y a 30 lits de réanimation pour 379 000 habitants. Ça fait 8 lits de réa pour 100 000 habitants, alors qu'en métropole, on en a 30. Déjà, il y a un problème. Au Guadeloupe, il y a 40% des personnes qui vivent là-bas ont plus de 60 ans, dont pratiquement 8% qui sont en affection longue durée. Forcément, c'est des personnes qui sont plus à risque. Et parfois, il y a aussi beaucoup de précarité dans ces services-là, et parfois des difficultés à l'accès aux soins. Donc forcément, à un moment donné, c'est tombé d'un coup, ils ont été submergés. On se retrouve à un moment donné, quand vous avez 30 lits, qu'on arrive à monter en puissance à 60, et que vous avez 69 Covid, et 20 d'autres qui sont des services de réa dites traditionnels, forcément, on entend voix à la télé, on est obligé de faire des choix. Et forcément, il y a des gens qui meurent. Parce que je pense que le Covid a tué, certainement, mais notre système, les défaillances et le manque d'anticipation de notre système hospitalier ont également tué. C'est clair, faut le dire aussi. Le vrai problème, c'est pas de savoir qui est pour ou contre la vaccination, c'est de savoir, à un moment donné, notre système de santé, il en est où. La vaccination est un élément important, mais ce n'est pas le seul problème. Nous, très clairement, on est pour la vaccination, libre, éclairée et consentie, parce qu'on estime que vaut mieux convaincre, vaut mieux se faire vacciner par conviction que par contrainte. Et là, ce que M. Macron n'a pas trouvé à faire, comme il l'a fait depuis le début, d'ailleurs dans sa gestion, il a trouvé une bonne idée, bah tiens, je vais créer un pass sanitaire. Ah oui, d'accord, un pass sanitaire. Par contre, un pass sanitaire, oui, d'accord, vous êtes plus qu'à contact, vous pouvez enlever vos masques, vous pouvez aller en soirée, pompelop, et vous faites la fête, et par contre, ceux qui veulent vraiment pas, qui n'ont pas eu le temps de le faire, peuvent pas présenter un test PCR négatif de 72 heures, et aller dans la même soirée, au risque peut-être de se faire contaminer par quelqu'un de vacciné directement. Une aberration, c'est même le pass sanitaire, c'est une décision politique, et en fait ne porte que le nom sanitaire, c'est vraiment que le nom, quoi. Parce que pour le coup, c'est au contraire dangereux. On a fait croire aux gens qu'en étant vaccinés, ils étaient immunisés de tout, et c'est faux. Le vaccin est un élément important pour la traduction des formes graves, et aujourd'hui même les chiffres en Bretagne le prouvent, parce qu'on a quand même un taux de vaccination assez élevé en Bretagne, et on voit qu'effectivement les formes graves sont moins importantes. C'est une réalité. C'est les chiffres qui le disent. Vaut mieux parfois regarder les chiffres, au moins c'est clair. C'est peut-être froid, mais au moins c'est clair. Donc le vaccin protège des formes graves et limite justement ces formes graves, mais ne limite pas totalement non plus la transmission ni le fait de pouvoir être contaminé. Donc il ne faut pas raconter des histoires aux Français. Ce qui s'est peut-être même passé en Guadeloupe, c'est justement à un moment donné, vous pouviez rentrer avec un pass en Guadeloupe,
Et ça se trouve, ça s'est produit comme ça, parce que c'est venu d'une manière très radicale. Dès le début de quelques jours après la saison, le temps d'incubation, ça s'est produit. Donc ça, c'est important de le dire. Et surtout, le pass sanitaire, c'est surtout un moyen de contraindre, de pourrir la vie des gens qui n'ont pas fait le choix de se vacciner. Parce que pour nous, la vaccination, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment être convaincu de se faire vacciner. C'est pas anodin. Autant la vaccination a été des éléments importants, protecteurs, et parfois néfastes, parce qu'il faut savoir que même dans tous les vaccins, il y a toujours un risque d'effet secondaire, ou pour certains encore porte préjudice. Mais pour autant, ça doit être vraiment qu'il y a vraiment ce contrôle de la collectivité, de permettre d'avoir de permettre en fait un meilleur éclaircissement des conséquences d'un vaccin, aussi bien d'un point de vue positif que d'un point de vue négatif. Aujourd'hui, la pensée unique, c'est de penser que ceux qui ne se vaccinent pas, c'est des irresponsables égoïstes, et que ceux qui se vaccinent, c'est des gens responsables et solidaires. Eh ben non, dans une société, c'est pas noir ou blanc, ça peut être gris. Et en l'occurrence, nous avons pu organiser des assemblées générales un peu partout dans le secteur de l'Orient, et les réponses qu'on nous a données, c'était pas que le personnel soignant était anti-vaccin. Loin de là, on est plus vacciné que la population normale, on a des vaccinations obligatoires. Mais c'est qu'il y en a certains qui avaient des raisons. Par exemple, des femmes enceintes qui nous ont dit, moi j'ai peur qu'on me on n'a pas assez de recul, on utilise une nouvelle technologie qui n'a jamais été mise sur un vaccin grand public, voilà, je m'inquiète. Et il y en a certains qui disent, moi je voudrais attendre un vaccin traditionnel qui apparemment serait produit par Sanofi d'ici la fin de l'année. Il y a autant de raisons que de personnes de ne pas vouloir le faire. Et pourquoi l'imposer? Sachant qu'en plus, au milieu soignant, aujourd'hui, on est, à l'époque où il a fait son annonce, on était déjà à 70% de personnel soignant vacciné. Dans l'établissement où on est, c'est 95% de gens vaccinés. Pourquoi avoir imposé cette obligation? Et pire encore, c'est que dans cette obligation-là, ils imposent d'avoir une première dose à partir du 15 septembre. Ça veut dire que si vous n'avez pas cette première dose, votre contrat de travail est suspendu, sans rémunération, sans pouvoir travailler à l'extérieur. Ça veut dire qu'en gros, on vous fait le chantage en disant soit vous mourrez de faim et vous ne pouvez plus vous loger parce que vous n'avez pas une thune, excusez-moi du terme, ou soit vous vaccinez. À un moment donné, c'est quand même assez terrible. On parle des hôpitaux. À un moment donné, ça fait plus d'un an qu'on dit qu'on n'a pas assez de monde à l'hôpital, et là on se priverait d'un certain nombre de personnels, alors que toute l'année on leur dit vous allez revenir, on vous rappelle sur vos repos pour venir travailler, parce que c'est la nécessité de service, vous avez la continuité des soins, et puis après vous dire bah non, vous êtes pas vacciné, vous êtes en bonne santé, mais vous restez à la maison. C'est qui va trinquer? C'est les non vaccinés, c'est les gens vaccinés. Et à cause d'une décision politique, pas à cause de ceux qui veulent pas se faire vacciner, à cause des décisions politiques qui sont prises, de chantage. Le pass sanitaire a été fait là pour pourrir la vie pour punir, sanctionner tous ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner parce que M. Véran avait peur d'être la risée du monde sur le taux de vaccination de son pays. Il l'a dit plusieurs fois dans la presse. Donc à un moment donné, maintenant il s'auto-congratule parce qu'on a le meilleur taux de vaccination au monde. Ah bah oui, forcément, quand vous empêchez de travailler, qui me semble-t-il est un élément important, enfin ça devrait être un droit universel de pouvoir travailler dans ce pays. Et se retrouver avec du chantage entre une vaccination et travailler, bah à un moment donné, il y en a qui ils n'ont pas fait le choix de l'adhésion, ils ont fait le choix de la contrainte. Et ça, la prochaine fois, si jamais ça ne marche pas, ça ne passera pas. Et quand j'entends déjà les murmures de M. Véran qui dit de toute façon, peut-être qu'on sera obligé de confiner, mais marche la tête. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens. À force de mentir aux gens, on n'y croira plus. Donc voilà ce qui se passe. Et pareil à l'hôpital. En plus de ça, le pass sanitaire, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes obligé de présenter un QR code pour en gros déterminer votre statut. Autrement, vous êtes filtré en fait. Ça veut dire que c'est une contrainte supplémentaire à l'accès aux soins. On s'est mobilisé il n'y a pas si longtemps, par exemple ici, par rapport au parking payant, qui est aussi une contrainte d'accès aux soins. On rajoute encore une contrainte, on force des personnels à devoir filtrer des personnels d'accueil, des personnels administratifs, qui le cœur de métier, c'est de favoriser l'accès aux soins, et on est régi par une déontologie d'accès aux services publics, d'aller contrôler, voire décider peut-être de ce qui passe pas. C'est ça, c'est tout bonnement impossible. Donc c'est clair, c'est pour ces motifs-là qu'on se bat également. Donc voilà, nous ce qu'on revendique clairement, c'est effectivement le vaccin libre et consenti, éclairé et consenti, parce que je précise éclairé. Également aussi, il y a un système à revoir également sur le système de santé, c'est savoir quels moyens on met dans notre système de santé, parce que la crise sanitaire aurait pu carrément mettre en avant, on a peut-être cru à un moment donné que M. Macron avait compris qu'il fallait mettre de l'argent à l'hôpital. Il n'en est rien aujourd'hui, ça sert simplement à mettre un pansement sur une jambe de bois, on paye une partie de la dette, on augmente un peu les personnels pour dire, bah voilà,
Hein, maintenant, vous allez continuer, vous êtes payé plus, mais vous allez devoir aussi avoir plus de contraintes et des conditions de travail aggravées. On n'a pas de personnel supplémentaire, rien foncièrement n'a changé. Si une nouvelle crise devait intervenir peut-être plus importante, ce serait terminé, ce serait le chaos très vite. Donc il faut vraiment investir dans nos moyens de santé. Il faut également investir dans l'industrie de la santé. Avoir une souveraineté médicale, ça veut dire d'avoir des entreprises en France qui ne sont pas dominées par l'argent, le monde de l'argent, qui pourrit la vie de tout le monde. Hein. On a nos copains de la SBFM qui se battent encore aujourd'hui pour défendre leur emploi. C'est justement le même résultat d'une politique de délocalisation, d'une stratégie industrielle qui nous mène à notre perte. Parce que quand on se passe en une crise, chacun se replie sur lui-même. Et quand vous avez tout donné aux autres, il vous reste quoi? Vos yeux pour pleurer. Donc il y a vraiment une politique de réindustrialisation publique et dans la recherche médicamenteuse et également dans tout ce qui est dans le domaine médical. Ça vaut aussi pour les hôpitaux, les cliniques, la renationalisation, j'ai pas peur de le dire, renationaliser justement dans le domaine public pour l'intérêt public et pour la santé publique. Et là, on sera d'accord. Pour l'instant, ça n'est pas. Également aussi, forcément, la première revendication qu'on va t'amener, on va certainement se mobiliser le 14 septembre, ça va être aussi être contre les sanctions qui vont être mises, parce que c'est des sanctions, hein. Clairement, on vous suspend votre contrat de travail, c'est carrément une atteinte à la fois discriminatoire, du fait qu'on vous prive de votre travail pour des raisons de santé, c'est quand même assez fou. Et en plus de ça, en plus ils enfoncent le coup, parce que ils vont amener une contrainte supplémentaire chez les personnels, donc en gros ils vont les priver de travail, mais en plus de ça, ils ne pourront ni travailler parallèlement, ni ne recevoir aucune allocation, ils sont prisonniers. Donc c'est quand même assez fou, dans la mesure où, normalement, on ne doit pas être discriminé. Il y a également aussi cette obligation de devoir justifier un statut vaccinal auprès d'un employeur. Comment on peut avoir attesté son état de santé auprès d'un employeur? C'est la médecine du service de santé au travail. Aujourd'hui, l'employeur, avec cette loi-là, on tue carrément le service de santé au travail. Où c'est le rôle premier, c'est quand même de veiller au secret médical au travail. C'est clair. Il doit normalement passer par le service de santé au travail. Le problème, c'est qu'ici, en gros, il n'est pas rare dans des services, on met son passe sanitaire avec les éléments et qu'on met ça dans une enveloppe à vue de tout le monde, avec la possibilité parfois même que certains puissent faire des copies ou n'importe quoi. C'est comme on veut. Ça veut dire que là, le service de santé au travail, on l'enterre. Alors que dans le même temps, il y a un décret qui est sorti, une loi qui est sortie le 2 août dernier, qui soi-disant renforçait le service de santé au travail. Ils ont rajouté, avant c'était le SST, donc service de santé au travail, maintenant c'est SPST, service de prévention. Ils sont incapables de faire de la prévention parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc c'est de la foutaise. Donc d'un côté, on essaye soi-disant, sans moyens supplémentaires, de promouvoir quelque chose, et d'un côté, on est en train de le flinguer. C'est complètement logique. Donc voilà, donc c'est important qu'on soit là, dans la mesure où ce qui va se passer après le 15, on va se retrouver avec peut-être 5% des personnels qui seront suspendus, auquel qui va désorganiser l'ensemble du service public hospitalier, aussi bien ici qu'ailleurs, et parfois même pire ailleurs, parce qu'il y a une couverture vaccinale qui est parfois plus bas, alors que pour autant, on pourrit la vie des personnels, avec la nécessité de service, la continuité de service, on va pourrir la vie des autres. Tout ça parce que M. Macron a décidé qu'il fallait tous se vacciner, plutôt que dire on se vaccine tous, il a préféré faire contraindre, et finalement, avec le résultat que cela va engendrer, ça veut dire une baisse de la qualité de service public et de l'accès aux soins. Donc c'est clair, c'est pour ça que, au-delà de l'aspect pour ou contre, c'est pas ça le problème, c'est quel système de santé on veut dans notre pays, aussi bien hospitalier, aussi bien la médecine de ville, aussi bien le médico-social, aussi bien le service à domicile, etc. et aussi bien la stratégie industrielle dans le domaine de la santé. C'est quelle société on veut. Et c'est aussi pour ça qu'on se mobilise aussi aujourd'hui. Il y aura certainement d'autres mobilisations aussi également à venir, donc je vous évoquais le 14 septembre, et on invitera certainement aussi à se mobiliser parce que auprès notamment de nos représentants, qui sont les députés, qui quand même ont leur part de responsabilité. Je ne vous cache pas que le jour du vote pour le pass sanitaire, il y en a beaucoup dans le Morbihan qui avaient piscine. On voit comme quoi, il y en a qu'un qui n'a pas compris pourquoi il était là, qui a voté pour. Je ne le nommerai pas, mais vous avez qu'à vérifier, vous saurez qui c'est. Donc je pense qu'il faudrait un peu leur rappeler leurs responsabilités. On l'a fait par le passé, on va devoir le refaire, sachant que, comme vous le savez, comme tous les automnes, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui définit le financement de la sécurité sociale va être débattu. C'est là aussi tout va se jouer là.
Et c'est là aussi qu'on va vous appeler à se mobiliser. Et c'est pas seulement les personnels soignants, c'est toute la population. C'est toute la population, tous les salariés, tous les citoyens de ce monde, enfin, en tout cas, doivent se mobiliser pour donner les moyens, des vrais moyens à l'hôpital. Le quoi qu'il en coûte de M. Macron l'année dernière nous a produit ce qu'on appelle un objectif national d'assurance maladie qui a été voté à l'automne dernier, qui était foncièrement le même si on enlève la partie Ségur. Et probablement que le prochain sera le même. Donc pas de moyens supplémentaires, voire moins, plus de demandes et moins de moyens, et continuer à dégrader de plus en plus notre système de santé. Et après on s'étonnera, on verra des images à la télé catastrophiques, comme une médecine de guerre, parce qu'on n'a pas donné les moyens dans les hostos. C'est ça qui se passe. Quand vous entendez au CHBA de Vannes, les urgences sont saturées, c'est pas parce qu'il y a plein de patients Covid, hein. C'est parce que c'était saturé toute l'année. Avant il y avait des périodes, mais non, c'est toute l'année. Parce qu'il manque de moyens, il faut des moyens. Et tant qu'on ne réglera pas le problème des moyens, on n'arrivera jamais à surmonter les crises sanitaires qu'on pourra être amené à affronter et voire continuer à affronter avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui au vaccin, c'est une arme pour lutter contre les formes graves, ça c'est certain, on va pas vous dire le contraire. Mais pour autant, il faut aller bien au-delà de ça, c'est tout notre système de santé qu'il faut vraiment renforcer et mettre des moyens pour justement mettre au cœur d'un projet politique un vrai système de santé au service de l'humain. Voilà, je vais en arrêter là parce que j'étais un peu long. Et arrêtez de fermer les lits aussi. Oui, bah ça va avec. Ça va avec, forcément, vous fermez des lits. Mais vous savez, il y a une conception qui consiste à dire quand on supprime des lits, il y a moins de malades. C'est ça l'idée. S'il y a moins de personnel, il y a peut-être moins de malades aussi. C'est pas parce que tu casses le thermomètre que la température descend. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Quelqu'un veut prendre la parole? Faut pas hésiter. Ouais, je vais prendre. Quelqu'un veut prendre la parole? Vous êtes timide? C'est bien, c'est bien, Voilà. c'est bien parlé. J'ai Merci. même pas pris mon truc. Merci. La prochaine fois, on sera plus nombreux. Merci en tout cas d'être venu parce que c'est important d'être là. Alors je vais faire plus court. Ouais. Alors pourquoi on est là? Déjà d'une pour la loi qui est sortie le 5 dernier, qui force l'obligation vaccinale, alors que pourtant dans le domaine de la santé en tout cas, le public de la qui concerne c'est la santé, les professionnels de santé, alors que pourtant 70% à ce moment-là étaient déjà vaccinés. 70% c'est le chiffre ici, GHBS? Non, non, c'est national. Ici c'est 95%. Ouais, oui, je sais. Donc voilà, et surtout les contraintes qui vont être les moyens de pression qu'ils font sur les soignants, alors que pourtant ils étaient acclamés en héros. On les c'est pour qui vous filmez là? Live solo pour moi-même. Ouais, C'est dans vous les... diffusez sur les réseaux après ou pas? Ah, Vous diffusez on est sur en les direct sur les réseaux là. Ouais, bon, moi je veux pas être filmé en direct quand je pose des questions Bah, en tant que journaliste du Télégramme. Parce que vous avez peur que ça soit mal réécrit Mais- après derrière. non, Pas de mais moi, soucis, je moi, respecte. quand j'arrive, je Après filme. ça c'est comme les chiffres, c'est quand vous mettez vos chiffres et puis que voilà. On est d'accord. C'est dommage quand même entre locaux de se faire la guerre comme ça. Non mais il n'y a pas de souci, je vous respecte, c'est du Télégramme. Faut arrêter de prendre le melon par contre. Mais il est sérieux lui. Voilà, le Télégramme n'est plus mon ami, ça ne l'a jamais été. Ça nous dérange pas trop? Ah non. Putain, c'est magnifique ça. Magnifique le Télégramme. Ah, c'est Télégramme. Ah ouais. Faut pas que je filme en direct, ça le dérange. C'est sûr. C'est en fonction de ce qu'il écrit demain, si c'est mal interprété, moi je peux contrebalancer quoi. Allez, faut qu'il y ait une vacances. De toute façon, là, la pression est montée, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on fait la mort. C'est l'info, c'est vachement Ça y est, je me suis encore fait un ennemi. Le Télégramme. Il est où? Le Télégramme, il est là-bas. Mais c'est pas grave. Vous filmez en direct? Bah ouais. Ouais, mais je veux pas le diffuser. Bah oui, c'est sûr. Ça, c'est comme les chiffres quand vous notez les chiffres. C'est voilà. C'est au cas où vous diriez vous interpréteriez mal les choses demain Voilà. dans le journal, au moins je. Voilà. Il y a le direct là. Ouais. Voilà, qui est là pour ça. Mais il aime pas le Télégramme, il aime pas. Bien sûr. Je sais pas d'où il sort, je le connais pas. Mais je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Je vais avoir le droit à mes prises de parole aussi. Je connais bien Ludo, donc il n'y a pas de souci. Voilà.
voilà. Ah, il est parti, ils sont partis. Bah, ils ont été derrière, si. là, Oui. Au cas où s'il y avait eu des huiles fines qui étaient un petit peu trop fines dans le coin. Ouais, mais c'est ça. Quelle honte. Non, j'hallucine, je te jure. On vit dans un pays, je te jure. C'est hallucinant. Bref. Bon, j'espère que tous les internautes vont bien. Ouais, ça va. La forme. Tu vois, eux, ils peuvent faire et dire ce qu'ils veulent, mais toi, tu n'as pas le droit de faire ton taf de média indépendant. Quel dommage, ouais, mais c'est tout à fait ça. Exactement. Après, ça n'a rien à voir avec Ludo, hein, c'est juste le mec du Télégramme. Hein. Ludo, le représentant CGT, je le connais bien, j'ai aucun souci avec lui, je sais qu'il viendra me voir après. C'est... Ouais. Bah forcément, quand nous on est en direct et puis qu'on arrive à compter, je sais pas, 2000 personnes et qu'eux ils sont pas forcément là et puis qu'ils vont mettre 1000 personnes sur une manifestation, il y a un décalage de 1000. Après, où est la vérité? Je vous laisse réfléchir. Est-ce qu'éventuellement ils ont le même fuseau horaire? Oui, aussi, oui, tout à fait, ouais, c'est clair. Bon. Enfin bref. Ou alors ils sont peut-être jaloux parce que le Ouest France a fait un article sur moi et eux ils sont pas réussi à en faire un. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Ou pas. Ça serait peut-être une petite ça question peut à poser. Ouais, ça peut être une tout question à à poser. fait, ouais. Et puis en direct, Ouais, comme ça tu vois un petit peu, les gens pourront voir un petit peu réellement. Mais il faudrait que j'interviewe les journalistes comme ça justement aussi pour voir un peu. Comme ça les gens vont voir si les journalistes mentent parce que ça se ressent. Ouais, tout à fait. Ouais. S'ils sont interpellés, et ça serait pas mal ça, de pouvoir le Je vais faire. réfléchir à ça. Exactement. Ouais, faut que j'y réfléchisse. Donc je demande un petit moment, hein, j'irai voir Ludo, le représentant syndical. Après, le lendemain, tu vas regarder aussi, même la même journée, tu regardes et tu vas voir les gens qui se rendent. T'as vu, C'est comme ça. je me suis fait boucher par Télégramme, hein, le mec qui m'a dégagé parce que j'étais en train de filmer. Il est arrivé en retard. Hallucinant, je te promets, hallucinant. Quoi. Il est arrivé en retard, il a juste Et je veux pas être diffusé en live et bah, c'est en fonction de ce qu'il note, tu sais. Autant il va se tromper et puis demain. Voilà. Ouais, aussi, ouais. Le Télégramme, du coup, il a été derrière parce que ça faisait chier que je filme en fait. Un jour, je vais me faire les journalistes aussi en live. Je pense que ça serait pas mal comme. Ça fera un bon sujet, ça aussi. Ah ouais, non, mais par rapport à Ludo, j'ai rien contre Ludo. Ludo, il fait son boulot le mieux possible. C'est juste, pour pas le citer, le Télégramme, je répète, le Télégramme n'aime pas live solo. Je répète, le Télégramme n'aime pas live solo. La presse écrite contre les médias mainstream indépendants en direct gêne les journalistes, les gratte-papier. Franchement, quel intérêt cette vidéo? Mais aucun intérêt cette vidéo. Autant dire que la personne qui s'emmerde à suivre cette vidéo, moi je l'encourage à aller zapper, à aller regarder CNews, BFM ou un reportage sur Ushuaïa Nature et puis voilà. Moi j'ai toujours dit, hein, vous n'êtes pas obligé de suivre Live Solo, hein, je vous oblige en rien. Hein. Vous prenez votre zappette portative, vous zappez et vous allez mater autre chose. Hallucinant. J'ai même pas vu qui a mis ce message en fait. Ah, mais je pense que je vais faire un live un jour sur les journalistes. Ouais, je pense que... Surtout qu'eux, ils ont le droit de nous prendre en photo sans rien nous demander. Et là, je suis en direct et j'ai pas le droit de le filmer, quoi. Je m'y mets de côté. Je l'ai noté dans une partie de mon crâne. Je vais essayer de pas l'oublier, mais c'est un sujet que j'aborderai sûrement. Au pire, vous m'y ferez penser. En plus, il m'a coiffé parce qu'il est arrivé après.
Normalement, Ludo devait venir vers moi et du coup, non. Salut Franck. J'attends Ludo, le représentant syndical de l'hôpital du Scorff. Forcément, quand Live Solo prend des abonnés, prend de l'audience, à un moment donné, vu qu'il y a des choses qui nous dérangent, forcément, on dérange aussi d'un côté. Bref. On se fait comme tout à l'heure. Ah, du coup, moi je te vois après, du coup. S'il vous plaît. Voilà, on va laisser le télégramme faire sa petite photo. Après, je l'ai toujours dit, il n'y a pas que Live Solo. Hein. Si vous vous ennuyez, libre à vous d'aller où vous voulez. Hein. Ça ne vous engage à rien. Je ne vous force pas à écouter mes propos ou à m'écouter déblatérer. Hein. Après, les gens qui me suivent me connaissent très bien. J'ai toujours une pointe d'humour, une pointe d'ironie. Déjà, le premier en qui je me fous de la tronche, c'est de la mienne avant toute chose. Nous avons même les représentants de la fonderie de Bretagne, Maël, qui est présent. Wistiti pour le télégramme. Je vous demande un petit moment, hein. Ludo va pas tarder à arriver. Viens, on va aller se mettre à l'ombre. Oui, je pense que c'est pas automatique. Excuse-moi, heureusement que tu me suis sur les réseaux. Désolé par rapport au télégramme, j'ai pas compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Par rapport donc à ton discours, on l'a entendu. Juste deux, trois petits trucs. J'aurais voulu avoir ton avis. Je sais pas du tout ce que tu en penses. Déjà, en ce qui concerne la distribution des autotests. Moi, j'ai eu l'occasion d'en avoir une boîte. Ça, c'est pareil. Tu parlais de déficit tout à l'heure par rapport à la caisse primaire d'assurance maladie. Et ça en fait pas partie, ça, quelque part aussi, parce que finalement, l'autotest, tu l'as à la maison, tu peux t'autotester, entre guillemets. Mais si j'ai bien compris, ça n'a aucune valeur, en fait, juridiquement parlant, quoi. L'autotest, tel que la loi le prévoit, il est donc mis sous la supervision d'un personnel de santé. Donc par rapport à un professionnel de santé, donc faire un autotest chez soi, ça sert à rien. Clairement aussi, tu as raison de soulever un élément aussi qui joue sur le budget de la sécurité sociale, c'est que vous savez très bien que rien n'est gratuit. Même ce que c'est la Sécu, c'est issu de notre travail, des cotisations sociales qui nous permet d'avoir une sécurité sociale normalement généreuse, parce que ça a été créé pendant la guerre et ça a été un choix politique qui était au service de l'humain à l'époque où on le faisait encore.
Et c'est vrai que on a le fait de mettre en place un pass sanitaire, notamment dès le 21 août, avec dans les activités de loisirs, de culture, etc., forcément, il y a eu, me semble-t-il, une dérive ou un détournement de l'argent de la sécurité sociale, parce que de voir à la sortie des parcs d'attractions ou à l'entrée des parcs d'attractions, de voir des tentes qui se multiplient avec des tests PCR ou des tests antigéniques qui a un impact sur le budget de la sécurité sociale, alors que des personnes ne sont pas symptomatiques ou rien, foncièrement sont en bonne santé, c'est de l'argent gaspillé, très clairement. Là, on a vu depuis les annonces de M. Macron, depuis la mise en place de cette restriction, il y a un boom de tests, PCR notamment, antigéniques. Je crois qu'on est passé pratiquement à 10 fois plus, avec un taux de positivité qui frôle les 3%. Ça veut dire qu'en gros, il y a plus de gens qui se testent, et on s'aperçoit que le taux de positivité baisse. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, bien sûr. Sauf que 3% sur, vous savez, le calcul, c'est de l'argent perdu. C'est bête à dire. Ça prouve que finalement la majorité de la population n'est pas contaminée par le Covid, c'est plutôt une bonne nouvelle, au moment où ils font le test. Mais par contre, il a été détourné pour permettre d'accéder à des activités de loisirs qui ne me semblent pas la mission première, en tout cas de la sécurité sociale. La sécurité sociale doit avoir un rôle de santé publique et pas de répondre à des injonctions complètement absurdes d'une mise en place d'un pass sanitaire ou pour pouvoir avoir des activités de loisirs, de culture. Ça devrait être une liberté inconditionnelle. Ça veut dire que chaque personne peut bénéficier d'une activité de loisir et pas avoir une contrainte au motif que potentiellement il pourrait être malade ou qu'il n'est pas vacciné. C'est complètement absurde. Et puis c'est pareil, c'est quand on regarde, moi j'ai l'exemple concret si tu veux par rapport au festival interceltique où moi le premier je l'ai fait parce que mon fils voulait aller voir le défilé qui n'a pas eu lieu du coup qui s'est fait au Moustoir, donc on a été faire un test PCR tous les deux pour y aller. Ce jour-là, le jour où on a été pour le test, le matin c'était blindé, j'ai réussi à y aller en fin de journée. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que ce jour-là, par rapport au festival, les trois quarts, même 90% des gens qui y allaient, c'était pour le festival interceltique. Je crois que le matin, il y a eu 440 personnes. Je parle au niveau de l'ancienne caserne des pompiers, où les gens ont été se faire tester. C'était un truc de fou. Donc déjà, ça, première chose. Et deuxième chose, en fonction des endroits où tu vas, c'est par rapport au contrôle du pass aussi, hein, parce que... Je tiens aussi à rajouter qu'aujourd'hui, le fait de faire multiplier le nombre de tests PCR antigéniques génère une pénurie. Ouais. Là, pour le coup, on n'est plus dans le tracé, isolé, machin, etc. La fameuse phrase du gouvernement, je l'ai oublié tellement. Et on est vraiment dans une logique où on dépense l'argent de la sécurité sociale, qui peut mettre en danger d'ailleurs la sécurité sociale, à cause de mesures qui sont appliquées, qui sont liberticides. On n'utilise pas des moyens médicaux pour contraindre, dans une contrainte liberticide. Il faut vraiment que ce soit dans un objectif de santé publique et de soins. Là, on n'est pas dans le soin. Ça veut dire que autant de faire un test PCR quand on commence à avoir des symptômes où il y a un doute, c'est une chose, mais de faire des tests à vita aeternam pour rien, ça sert à rien. Et la preuve, quand vous avez 4 millions de tests et que vous avez un test de positivité à 3%, ça veut dire que tout le reste, 97%, ça ne servira à rien, c'est de l'argent perdu. Et quand on voit le prix d'un test PCR, je crois que c'est de l'ordre de 53 € ou un truc comme ça, vous multipliez par le nombre par million, vous faites le calcul, ça fait un sacré paquet d'argent. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce que ça génère derrière, parce qu'il y a le test, après ça part en laboratoire, donc il y a les laboratoires, etc. L'antigénique, c'est pareil, je crois que c'est autour d'une trentaine, une quarantaine d'euros l'antigénique, c'est pas normal. Je veux dire, l'argent de la santé doit servir à soigner. Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'on n'a pas assez de personnel. C'est de l'argent qui aurait pu être utilisé pendant des années. On nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent, et là, soudainement, on lâche les vannes et il y a plein d'argent pour ce genre de choses, alors qu'on est toujours en train de galérer dans les services. C'est pas possible. On ne peut pas faire ce genre de choses. C'est complètement absurde. Et d'appliquer des mesures aussi liberticides, parce que de contraindre quelqu'un, c'est quand même assez grave. Déjà, la première fois, quand on nous a tous confinés, alors certes, l'excuse du fait qu'ils ne connaissaient pas trop le Covid, on savait très bien que c'était les 20% de la population qui étaient les plus fragiles qui pouvaient être contraintes. Ils ont confiné toute la population. On a été bien dociles, bien obéissants. Et au final, après on a ouvert les vannes et ça a été la fête. Et après on est retourné avec des mesures de couvre-feu. Mais on a eu une réduction de liberté, mais sans précédent. L'égalité, n'en parlons plus. Et là, il prend une mesure qui vise à détruire la fraternité. Ça veut dire, le discours binaire, c'est d'un côté, on a les gens responsables qui sont vaccinés, qui sont solidaires. C'est relatif, parce qu'il y en a certains qui sont vaccinés pour aller aux vacances, etc. On ne juge pas. Et d'un autre côté, les irresponsables qui ne sont pas vaccinés, égoïstes, qui
c'est pas tolérable d'entendre un truc comme ça. Non, de la c'est part pas d'un tolérable. gouvernement, d'un président qui est censé justement unir un peuple, ils ne pouvaient pas faire pire. Ils ont détruit les valeurs républicaines en une année. C'est clair. Liberté, égalité, fraternité. Ça Comme, n'existe plus. comme un autre truc aussi que je voulais aborder, t'en parlais tout à l'heure par rapport au département Outre-mer, je sais que je regarde un peu comment ça se passe, comment ça se fonctionne. Eux, comme ils disent, à la limite, ils arriveraient presque à gérer, eux, avec... Le problème, c'est pas, ils n'ont pas besoin de personnes de métropole pour venir les aider. Eux, c'est du matériel qu'ils réclament ni plus ni moins, déjà, enfin essentiellement. Alors, ce qui manque, alors il faut savoir quand même que notamment la Guadeloupe, par exemple de la Guadeloupe, Ouais. je connais mieux. En fait, déjà, il y a eu déjà des incidents, parce que les îles, il y a eu des cyclones, etc. Et en 2017, il y a eu, au CHU de Guadeloupe, il y a eu un incendie assez important, qui heureusement n'avait pas fait de victimes de peur. Ça a amené des constructions qui se sont faites d'une manière très très lente. Il y a eu des cyclones, malheureusement des inondations qui ont rajouté, donc voilà, c'est le contexte. Voilà. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, on est face à un hôpital qui doit répondre à un besoin de sa population. L'hôpital de Guadeloupe ne répond pas de cette manière-là à un besoin de population, pour une simple raison, c'est que déjà d'une, la Guadeloupe fait face à une population vieillissante, 40% ont plus de 60 ans, donc c'est quand même déjà beaucoup pour une population, c'est plus qu'en métropole. Il y en a 8%, pas loin de 8% qui sont en infection de longue durée, donc qui sont fragilisés, et il y a 30% de ces 40%, c'est quand même assez important. Les 2%, je ne sais pas lesquels, mais presque 30% qui sont vulnérables, qui ont des comorbidités, en tout genre, diabète, obésité, etc. Et on est à un hôpital qui a un service de réanimation qui est doté de 30 lits pour 375 000 habitants. Donc ça fait du 1 pour 8. Enfin, du 1 à 8 lits de réanimation pour 100 000 habitants. Alors qu'en France, si on fait la moyenne, on n'avait pas à 30. Donc déjà, on a un problème. On est face à une population qui peut être amenée à être hospitalisée plus facilement du fait de sa fragilité, sachant que il y a beaucoup de pauvreté dans ces îles-là. En plus, il y a aussi un contexte sanitaire, notamment avec les scandales de la chlordécone, qui ont pollué les sols pour 700-800 ans, qui provoquent des cancers, c'est avéré, c'est prouvé pendant des années. Donc forcément, il y a une défiance en plus. Avec un taux de vaccination qui est faible, forcément, c'était explosif. Alors c'est vrai que ça a été explosif très rapidement, pour une simple raison, à mon avis, c'est qu'une théorie, c'est qu'on a ouvert les vannes. On dit, partez en vacances, machin, vous avez le pass, vous pouvez aller. Donc on s'est retrouvé à avoir ces populations-là, se retrouver avec un afflux de personnes. Peut-être moins qu'avant, mais il y en a eu. Donc ça a généré certainement des contaminations, parce que forcément, quand vous êtes en vacances, Bien sûr, tout à fait. Et on se retrouve à confronter une population qui est déjà fragilisée à la base. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé début août, fin juillet, début août, le temps que c'est le temps d'incubation, et là ça a flambé, et là où a été la grosse difficulté, c'est qu'on avait 30 lits de réanimation, on se retrouve avec 69 patients Covid, un peu plus maintenant, ils ont réussi à monter en charge à 60, et le problème c'est qu'au-delà de 60, il ne faut pas oublier les 20 autres lits qui sont aussi consacrés à la réanimation normale. Oui, au plus, oui. Voilà. Parce que là, on parle que de la Covid, mais c'est vrai qu'il y a toutes les autres infections derrière. Ils sont saturés, c'est la médecine de guerre, mais oui, mais c'est normal. Quand vous avez une population, quand vous avez un hôpital qui n'est pas capable de répondre à un besoin d'une population, et d'encore moins à une crise sanitaire qui était anticipable. Parce que le Covid n'existe pas depuis 2 jours, depuis un mois. Ça n'a pas été anticipé. Les moyens n'ont pas été mis à la place. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on se fera au tiers-monde. Il y a des soignants qui témoignent encore dans le journal pendant West France, chez vous ça. C'est incroyable, il manque de tout. Il manque de tout. Et c'est ça le problème. Et le vrai fond du problème, c'est que toutes les mesures sont faites pour justement éviter une surcharge sur les hôpitaux parce qu'il manque de moyens. Mais en aucun cas une réflexion d'ampleur pour donner des moyens. Aujourd'hui, on fait quoi? On dépense 9 milliards. Donc on ne va pas cracher dessus, on a eu une petite augmentation, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas été augmenté, donc on a un rattrapage et on récupère une partie de la dette. Mais la dette, elle existera encore demain. Les investissements sont tous faits, les hôpitaux, ils n'ont même pas de quoi fonctionner normalement. Alors pour investir, comment vous faites? Vous empruntez, c'est le chien qui se mord la queue, donc ça signifie que là on reprend une partie de la dette, on va peut-être donner un petit souffle aux hôpitaux, mais le jour où il faudra réinvestir parce que les hôpitaux sont vieillissants, ils seront obligés de se réendetter. Et on continue. Il y a peut-être un endroit où on pourrait peut-être aller récupérer, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est au niveau de l'ISF, parce qu'il y en a qui se gavent là, en ce moment. Dans ce pays, on est dans un pays, la sécurité sociale, notre système de santé a été fondé sur un pays en ruine. Donc on a été capable, des politiciens qui se sont réunis avant la fin de la guerre, de tous bords, qui se sont mis à mettre autour d'une table avec le risque de se faire fusiller, qui ont pu construire un programme politique où le cœur du projet politique est l'humain. La vie humaine est importante.
Ils ont réussi à mettre en place très vite. Mais depuis de nombreuses années déjà, de presque peu de temps après, même après la mise en place des jours heureux, on s'est retrouvé à grappiller. Le monde de l'argent veut la manne de la protection sociale française. Et on lui donne petit à petit. Ils se font de l'argent par le matériel médical que la Sécu paye, par les médicaments, etc. Ils gonflent leur prix. Ils piquent, ils sont en train de nous piller. Ouais, bien sûr. Donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on se batte pour la sécurité sociale. Il faut qu'on se batte vraiment pour la sécurité sociale. Je peux pas, je suis désolé. C'est direct. Ouais. Donc voilà, derrière cette crise, il faut que les gens se rendent bien compte que notre sécurité sociale, c'est notre bien commun. Si on ne le défend pas, c'est grave. J'entendais tout à l'heure un gars de droite, je ne sais plus comment il s'appelle, je n'ai pas relevé son nom, mais qui disait pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, il faut diminuer les charges sociales, comme ils appellent. On appelle ça les cotisations sociales. Donc, voilà. Mais oui, ok, il y a moins de différence entre le brut et le net. C'est sûr, comme ça donne envie. Mais à côté, on va créer une TVA sociale. Donc ce qu'on va te prendre d'un bord, on va le prendre de l'autre, sauf que ça part dans l'impôt, dans l'État. Plus dans la sécurité, pas dans la caisse solidaire qui est la sécurité sociale. Donc ils veulent dépecer, il faut faire attention à ce genre de discours. Le pouvoir d'achat ne se montrera pas avec une diminution du salaire différé, ce qu'on appelle le salaire différé, la différence entre le brut et le net. Ce sera vraiment en augmentant les salaires. C'est clair, il faut augmenter les salaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut augmenter les salaires. Et ça, en plus, c'est bon pour notre système de santé, c'est bon pour la retraite, c'est bon pour tout. Pour toute la protection sociale dans son ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire. Et à un moment donné, pour pouvoir augmenter les salaires, il faut une meilleure répartition des richesses. Il faut arrêter qu'il y a des gens qui se font des milliards pendant la crise, notamment le PDG de Pfizer. Et sur le plan pharmaceutique, c'est hallucinant. Des sommes astronomiques qui aujourd'hui se permettent d'augmenter le coût et qui se permettent de faire des lobbies, utiliser les États comme marketing pour vendre une troisième dose alors que la plupart des pays pauvres n'ont pas encore le vaccin, c'est complètement absurde. Ouais, après c'est pareil, alors c'est peut-être être complotiste d'avoir des propos comme ça, mais le truc que je trouve bizarre, tiens, le Moderna ou l'AstraZeneca ne fonctionne pas trop bien, enfin au niveau chiffre c'est pas top, eh ben, on va aller aider les pays sous-développés entre guillemets avec ces vaccins-là, on va le redistribuer, après c'est un peu, Déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut que la création d'un vrai pôle public du médicament mondial qui soit en dehors de tout enjeu financier, du capital et du monde de l'argent. Déjà, ça permettrait déjà d'avoir la mainmise sur et la sécurité du médicament. Parce que parce qu'il ne faut pas croire, les Pfizer et compagnie, c'est pas des philanthropes, hein, les mecs ne sont pas pour l'intérêt public, ils sont là pour faire du profit. Et tout est bon pour faire du profit, même la santé des gens. Donc, vous avez vu, même les gouvernants, ils sont pareils. Quand vous avez entendu le scandale du chlordécone, il y a glyphosate actuellement. Ah bah non, il y a des enjeux économiques tellement importants, donc on préfère se passer finalement, on s'assoit sur la santé publique. Donc des gens qui vont vous dire ça là et qui vous disent que pour votre bien il faut vous vacciner, il faut comprendre que ça peut amener une certaine défiance. Ah non, mais c'est sûr. À un moment il faut être crédible. Soit on est vraiment pour la santé publique, c'est-à-dire qu'on agit contre la pollution. On agit pour préserver l'environnement, parce que aussi il y a exactement la... de toute façon, après c'est tout un... tout à fait. Et à un moment donné, si vraiment ils étaient dans cette logique-là, on n'aurait plus de voitures polluantes, on n'aurait plus d'électricité polluante, on n'aurait plus un certain nombre de choses qui polluent. Si on était vraiment dans cette idée de santé publique. Et des personnes qui votent, qui disent on va continuer le glyphosate parce que c'est des enjeux économiques importants, c'est-à-dire que clairement leur objectif c'est pas la santé publique. C'est clair. Eh ben, écoute, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Ludo. Et puis, on se reverra de toute façon. Et puis, bon courage en tout cas. Salut. Hop là. Hop là les amis, bon bah écoutez, voilà, on va arrêter le live là. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Grand merci à Ludo, délégué syndical de l'hôpital du Scorff. Et puis voilà. Et ben je vous souhaite un bon après-midi sous le soleil. Allez profiter de la plage au cas où. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Je pense qu'on va se retrouver sûrement demain matin et puis samedi. Et puis voilà. Des gros bisous à tous. Et puis prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt. Ciao ciao.